Bonjour à tous, bienvenue dans cette web conférence sur le thème plutôt de la douleur. Donc moi je suis le professeur Pascal Vergnesalle, je suis chef de service de rhumatologie et du centre de la douleur au CHU de Limoges. Et donc nous allons avec le docteur Céline Gréco qui va se présenter tout à l'heure, nous allons répondre aux questions que les associations de patients nous ont fait parvenir. Je laisse la parole au docteur Gréco. Bonjour, donc je suis Céline Gréco, je suis la chef du service de médecine de la douleur et de médecine palliative de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris et je suis très heureuse de pouvoir répondre aux questions de cette web conférence. Donc, nous allons passer à la première question. Alors, il s'agit là d'une question sur l'influence de l'alimentation sur la douleur. Y a-t-il des aliments anti-inflammatoires à privilégier et d'autres à éviter? Alors, effectivement, je vais commencer par répondre. Il y a un lien entre alimentation et surtout inflammation. Ce lien passe surtout par le microbiote. Alors, vous savez que le microbiote, ce sont ces milliers de micro-organismes qu'on a dans l'intestin et qui protègent en quelque sorte la barrière intestinale, donc la paroi intestinale, et que si ce microbiote est défaillant, eh bien, il va laisser passer à travers la barrière intestinale tout un tas de molécules, et notamment des antigènes alimentaires, des antigènes microbiens, qui peuvent alors, à ce moment-là, une fois qu'ils ont passé la barrière intestinale, qu'ils sont passés dans le sang, eh bien, ces agents-là peuvent aller amplifier l'inflammation, et notamment l'inflammation dans le cadre d'une maladie inflammatoire. Ils peuvent amplifier la réaction immunitaire. Et donc, effectivement, il y a un lien entre alimentation et inflammation. Ça, c'est quelque chose de connu. Oui, et d'ailleurs, si je peux prendre un exemple un peu concret, on suit en équerre, notamment conjointement avec le service de dermatologie pédiatrique et d'hématologie, des enfants qui souffrent de mastocytose ou de syndrome d'activation mastocytaire. Et en fait, on a clairement chez ces enfants, mais aussi chez les adultes, un fort lien entre les douleurs et l'alimentation, puisqu'on sait que dans cette pathologie, en fait, il y a un rôle des mastocytes, qui sont des cellules circulantes, qui vont libérer de l'histamine. Et l'histamine est une molécule inflammatoire. Et donc, il y a des aliments qui sont riches en histamine, par exemple la tomate. Et on a des enfants ou des adultes qui souffrent de mastocytose qui vont développer des douleurs, qu'elles soient articulaires ou abdominales, en mangeant des tomates. Donc, il y a un vrai, il y a des aliments, effectivement, qui peuvent aggraver ou déclencher des inflammations. Et donc, on peut améliorer les douleurs, en tout cas également en pédiatrie, en ayant une alimentation peu riche en histamine et peu inflammatoire. Alors, on va passer à la question 2, qui reste un petit peu dans le même domaine. Y a-t-il un lien entre les douleurs et l'alimentation? Alors, les études, en tout cas chez les adultes, montrent qu'il y a surtout un lien entre douleur chronique et surpoids. Et quand je dis douleur chronique et surpoids, je dis douleur chronique et alimentation moins saine, plus riche en gras. Dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, il y a eu récemment des recommandations de la Société française de rhumatologie qui ont été éditées en 2022. Ces recommandations, elles disent quoi sur l'alimentation hein, vis-à-vis du rhumatisme inflammatoire? Ben, pas de régime d'exclusion, hein, donc les régimes sans gluten, sans lactose, végétaliens, ne sont pas des régimes qui sont recommandés actuellement, c'est d'autant plus que certains régimes qui excluent sont parfois délétères. On en a eu un petit peu la preuve avec le régime sans gluten, et où on peut montrer sur des grosses cohortes de personnes que ça augmente les facteurs de risque cardiovasculaire. Par contre, ces recommandations, elles disent qu'on peut apporter une supplémentation en acides gras polyinsaturés, et notamment les oméga 3, que peut-être ça améliorerait en tout cas les symptômes dans les rhumatismes inflammatoires. Et la grosse recommandation tout de même, c'est une alimentation équilibrée de type régime méditerranéen, essentiellement, donc régime méditerranéen, c'est-à-dire riche
en légumes, en fruits, en poissons, avec peu de viande rouge, l'utilisation d'huile d'olive plutôt de préférence. Donc on sait que ce régime méditerranéen peut améliorer les symptômes dans les rhumatismes inflammatoires. Il améliore aussi sur le plan cardio-métabolique, hein, donc sur le plan des risques cardiovasculaires et métaboliques. Voilà. Et après, sur les autres éléments, il y a quelques questions qui se posent aussi sur les probiotiques. Pour l'instant, on n'a pas, ni sur les probiotiques ni les prébiotiques, suffisamment d'études sérieuses, scientifiques, pour pouvoir encore les conseiller. Donc, on va surtout retenir une alimentation de type méditerranéenne. Oui, et pour rebondir effectivement là-dessus, toutes les carences sont mauvaises, hein, et notamment, par exemple, on sait que les carences en vitamine B12 peuvent entraîner des douleurs neuropathiques, qu'on ait une maladie chronique ou qu'on n'en ait pas. Donc l'alimentation sans carence et équilibrée est fondamentale. Le sport aussi, et ça c'est vrai chez l'enfant, hein, le surpoids et le manque d'activité physique sont pourvoyeurs dans toutes les maladies chroniques d'aggravation des douleurs, notamment musculo-squelettiques. Donc voilà, ça fait partie des règles hygiéno-diététiques quand on souffre de douleurs chroniques, d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Merci. On va passer à la question 3. Alors, comment soulager les douleurs et est-ce guérissable? Alors, c'est une question difficile hein, parce qu'il n'y a pas une douleur, il y a des douleurs, il y a des types de douleurs différents. Surtout, il y a des douleurs aiguës et des douleurs chroniques aussi. Alors, évidemment, quand on a une douleur aiguë, eh bien, on peut soigner la cause de la douleur aiguë et complètement guérir la douleur. Par contre, quand on a des douleurs chroniques, eh bien, c'est que de façon sous-jacente, il y a une maladie chronique. Donc potentiellement des douleurs chroniques. Et puis aussi, on peut avoir une douleur maladie, hein, c'est-à-dire qu'au départ, il y a eu une lésion qui a déclenché la douleur. Cette lésion, elle a pu guérir et malgré tout, il peut persister des douleurs, et donc une douleur maladie, donc une trace sur les voies de la douleur qui persiste. Et là, c'est bien plus compliqué parce que, il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, on peut soulager les douleurs, ça, c'est sûr. Les guérir complètement, c'est pas toujours le cas. En fait, le principe même des centres de la douleur, c'est surtout d'apprendre à gérer sa douleur chronique. Donc, c'est une question qui est un peu compliquée, un petit peu large à répondre. Oui, et chez l'enfant, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un enfant qui souffre de maladies auto-immunes, de maladies chroniques, tant qu'on ne peut pas guérir la pathologie en tant que telle, ce qu'on peut faire, c'est bien sûr soulager les douleurs et apprendre à l'enfant à mieux les gérer, hein, notamment avec tout ce qui est thérapie non médicamenteuse, l'hypnose, la relaxation, le sport aussi. Et effectivement, après, il y a des douleurs qui sont induites, et on le voit beaucoup en pédiatrie notamment, par du harcèlement scolaire, par des violences, par beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et ça peut générer des douleurs qu'on ne peut pas expliquer sur le plan organique. Et à ce moment-là, dès lors que l'on prend en compte cette douleur, qu'on en comprend la cause, et avec un accompagnement pluridisciplinaire, avec le pédiatre, avec les psychologues, avec les kinés, alors dans ces cas-là, on peut arriver à guérir ces douleurs. Mais dans les maladies chroniques, il s'agit plus d'apprendre à les gérer pour qu'elles soient le moins impactantes possible sur la qualité de vie. Euh, mais effectivement, guérir de douleurs d'une maladie chronique ou auto-immune dont on n'a pas de traitement curatif, c'est plus compliqué. Oui, alors on va passer à la question 4. Donc la question 4, elle concerne le sommeil qui est souvent perturbé par la douleur. Quelles sont les meilleures stratégies pour améliorer la qualité du sommeil malgré la douleur? Donc là, les troubles du sommeil sont souvent multifactoriels. Là aussi, c'est complexe. Il faut vraiment aller chercher tous les éléments qui peuvent impacter le sommeil. Alors tout d'abord, bah, il faut vérifier si la maladie inflammatoire est bien contrôlée, hein, parce que forcément, vous savez que l'inflammation, elle donne des douleurs plus importantes la nuit et le matin. Donc il faut d'abord contrôler la maladie. Puis après, il y a tout un tas d'éléments que nous, on appelle des éléments cognitifs qui vont entrer en ligne de compte. Tout à l'heure, docteur Gréco parlait de stress. Donc le stress, les émotions. Les croyances aussi vont aggraver les troubles du sommeil et la fatigue.
Il y aura aussi des éléments personnels qu'il va falloir rechercher, l'environnement, comment ça se passe au niveau du travail, quelle est la santé en général, est-ce qu'il y a d'autres maladies associées, quel est le support familial, social. Alors voilà, donc il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte pour expliquer des troubles du sommeil et de la fatigue. Parfois, la fatigue et les troubles du sommeil peuvent être liés au traitement. Par exemple, le méthotrexate, qui est souvent employé dans les rhumatismes inflammatoires, peut quand même générer de la fatigue. Ça, c'est connu. Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut connaître tous les facteurs qui peuvent intervenir dans ces troubles du sommeil. Il ne faut pas oublier aussi les problématiques d'apnée du sommeil, parfois, qui vont vraiment perturber le sommeil. Et parfois, aller les chercher, hein, il y a des examens pour cela. En ce qui concerne, il n'y a pas de recommandations très précises sur les troubles du sommeil dans les maladies inflammatoires, mais on peut euh, bénéficier parfois de consultations du sommeil. Par contre, il y a des recommandations récemment qui sont apparues, des recommandations européennes sur la fatigue dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, qui préconisent de l'activité physique adaptée et des interventions, ce qu'ils appellent des interventions psychoéducatives, en tout cas une éducation, une information, et parfois des interventions aussi psychologiques, comme par exemple des thérapies cognitives et comportementales. Donc il faut essayer de trouver avec tous ces éléments-là, des éléments qui vont améliorer le sommeil et qui amélioreront également la fatigue. Et puis il y a aussi plein d'éléments sur l'hygiène du sommeil, hein, c'est-à-dire éviter les excitants, se coucher aux mêmes heures. Voilà, il y a tout un tas de conseils également qu'on peut donner aux patients pour améliorer son sommeil. Et c'est particulièrement vrai chez l'enfant, puisque on sait que malheureusement, les enfants aiment bien être devant les écrans dans leur lit. Et ça, c'est très, très mauvais pour trouver le sommeil. Donc, nous, on préconise, c'est vrai, dans l'équipe, aux parents, les applications type Petit Bambou ou Morphée, qui permettent de faire des petites séances de relaxation avant de s'endormir. Et pour se relaxer, ça aide à dormir. Parfois, chez l'enfant aussi, on donne un peu de mélatonine. Et après, il y a effectivement dans l'hygiène de vie des petites astuces, et notamment on préconise pour les enfants, par exemple, qui ont des arthrites juvéniles idiopathiques, des surmatelas qui sont chauffants et d'autres, et les mêmes matelas, en fait, c'est des matelas qu'on peut régler entre 7 et 48 degrés. Donc, et on a certains enfants qui ont des maladies génétiques qu'on appelle l'érythermalgie et qui vont avoir des épisodes de brûlure intense des mains et des pieds et ça perturbe fortement leur endormissement. Et donc, ils peuvent mettre des surmatelas refroidissants. Donc, en fait, il y a tout un tas de petites techniques, que ce soit les applications de relaxation ou voilà des surmatelas qui permettent d'être plus au frais quand le froid fait du bien ou plus au chaud quand le chaud fait du bien. Et parfois, voilà, chez l'enfant, on prescrit parfois de la mélatonine pour aider à l'endormissement. Mais voilà, l'hygiène de vie, le coucher à des heures régulières et pas d'écran, surtout chez les enfants et les ados, c'est très, très important. Merci. Alors, on va passer à la question 5. Comment gérer la douleur au quotidien sans qu'elle impacte trop la vie professionnelle et personnelle? Eh bien, voilà, c'est toute la question, c'est d'apprendre à gérer cette douleur au quotidien. Euh, Évidemment, on peut avoir des traitements antalgiques si nécessaire, hein, et les traitements des maladies inflammatoires, mais en tout cas dans les centres de la douleur, on compte beaucoup sur les techniques antalgiques non médicamenteuses, qui sont vraiment des techniques qui vont vous apprendre à gérer cette douleur au quotidien. Alors, elles sont très diverses. Elles vont être un petit peu choisies en fonction du patient, des problématiques qui se posent et des croyances aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on a tous des croyances vis-à-vis de telle ou telle chose, telle ou telle technique. Donc on peut proposer, on l'a dit tout à l'heure, de la relaxation, on peut proposer de la méditation pleine conscience. Alors c'est quand même un apprentissage, hein. Il faut apprendre à utiliser ces techniques et puis après, eh bien, une fois qu'on se les est appropriées, ben, on peut les utiliser.
On peut aussi faire des thérapies cognitives et comportementales, il y en a différentes sortes. Et puis, ne pas oublier l'activité physique qui est vraiment très, très importante dans la gestion de la douleur. Donc, une activité physique vraiment très régulière, c'est plus la régularité que la quantité et une activité physique adaptée, bien sûr, hein, aux difficultés de chaque patient. Oui, et notamment chez l'enfant, l'impact, en fait, il est surtout sur la scolarité, avec parfois des enfants qui sont déscolarisés et qui, du coup, restent à la maison avec des pensées un peu envahissantes qui aggravent les douleurs, en fait. Donc, en fait, quand la douleur est difficile à gérer, déjà, on se met en relation avec l'école pour essayer de voir comment on peut faciliter la vie des enfants. Par exemple, qu'ils ne portent pas de cartable, qu'il puisse y avoir un double jeu de livres, que les classes soient au rez-de-chaussée pour que les enfants aient pas à monter les escaliers. Enfin, il y a déjà pas mal de choses à faire pour que les enfants ne soient pas déscolarisés et aient toutes les aides possibles quand ils sont à l'école. Et après, il faut aussi pouvoir s'entourer des réseaux de lutte contre la douleur dont on dispose en ville et qui peuvent aider les enfants à reprendre une activité physique adaptée. On utilise aussi pas mal l'équithérapie, la natation, la piscine. Et c'est par le sport, en fait, et par les techniques de relaxation, d'hypnose, on arrive à mieux gérer la douleur aussi. Enfin, encore une fois, on en revient toujours à cette histoire d'hygiène de vie. Et puis chez l'enfant, on a quand même aussi besoin de l'appui fort des parents et aussi de la fratrie, ce qui n'est pas toujours facile pour les fratries. Quand il y a un enfant qui souffre d'une maladie chronique et qui souffre de douleur, parfois il peut y avoir un peu de tension dans les fratries. Et en général, voilà, on organise des consultations pour expliquer à tous comment mieux gérer la douleur et comment mieux aider l'enfant qui est douloureux. Alors oui, en effet, hein, docteur Gréco l'a dit, la douleur, elle est envahissante, hein. Et moins on a de choses à penser, plus on est sédentaire, plus on est bloqué chez soi et plus elle va envahir. Donc là, vraiment, il faut une certaine ouverture sur des activités, qu'elles soient techniques antalgiques ou autres, hein, n'importe quelle activité. Donc effectivement, il faut pas, il faut essayer d'éviter de rester isolé chez soi parce que là, c'est vraiment la situation la plus compliquée. Donc, on va passer à la question 6. Les thérapies cognitivo-comportementales sont-elles efficaces pour mieux vivre avec la douleur? Ah oui, clairement, les thérapies cognitives et comportementales, il y a eu beaucoup d'études sur ces techniques-là pour la gestion de la douleur, hein. Donc, des études qui ont été positives. Alors, évidemment, c'est pas très facile d'étudier ces thérapies parce que, contrairement aux médicaments, on ne peut pas mettre un placebo, mais on tire au sort des patients. Il y en a qui font des techniques cognitives et comportementales et d'autres qui ont une prise en charge habituelle et on compare un peu les résultats. Et clairement, les thérapies cognitivo-comportementales sont efficaces. Elles permettent de développer des stratégies pour lutter contre le stress, pour lutter contre les émotions, hein, qui sont vraiment des éléments qui vont aggraver la douleur, et pour lutter contre la douleur, bien sûr. Et c'est aussi une bonne technique pour lutter contre les troubles du sommeil, très souvent. Oui, bah, c'est exactement la même chose chez l'enfant. Parfois, par contre, les parents ont des difficultés pour une prise en charge parce que ça coûte cher en fait d'aller voir un psychologue. Et donc, voilà, on recommande de pouvoir trouver des psychologues qui sont dans le dispositif Mon Psy, qui peuvent déjà aider les enfants à entamer ces thérapies et puis à trouver à s'en servir en fait, à pouvoir reproduire ce qu'ils ont appris pendant les thérapies. Mais voilà, je pense que c'est comme chez l'adulte, c'est toujours très important pour mieux gérer son stress, pour améliorer son sommeil et donc d'améliorer aussi sa gestion des douleurs. On va passer à la question 7. Donc, le sujet de la douleur est très présent dans les programmes d'ETP. Par type de pathologie, pensez-vous pertinent et réalisable de développer un programme en IETP afin qu'un maximum de patients puissent y accéder? Alors tout de suite, je vais vous répondre oui, oui, bien sûr, c'est pertinent. Évidemment, c'est une excellente question. Il y a aussi là où il y a eu des études qui ont évalué les programmes d'IETP, hein, donc on sait que ça peut marcher. On sait aussi que on a développé, hein, avec les centres de la douleur chronique, une application qui s'appelle IDOL, où les patients qui acceptent de rentrer dans ce programme-là,
enregistrent sur leur téléphone mobile des données, par exemple des données d'évaluation de la douleur quotidienne, mais ils remplissent aussi des questionnaires de douleur un peu plus complexes à intervalles réguliers, hein. Ça peut être tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et sur cette application, il y a également beaucoup d'informations sur bah, la physiopathologie de la douleur, mais surtout aussi sur les petits moyens pour arriver à la gérer au quotidien. Alors le problème de l'ETP sur ces applications-là, c'est que souvent le TP, c'est quand même très personnel, hein, parce que théoriquement, faire d'éducation thérapeutique, il faut d'abord faire un diagnostic éducatif qui est un peu différent d'un patient à l'autre. Bon, voilà, donc théoriquement, le TP, il y a une adaptation par patient. Mais bon, il est toujours possible d'en faire un peu par l'intermédiaire d'une application. Et on imagine qu'avec l'intelligence artificielle, cela va se développer et cela pourra de plus en plus s'adapter à chaque patient. Donc oui, je réponds oui, c'est tout à fait pertinent. Pas mieux, effectivement. Nous, on utilise déjà les programmes de TP, notamment qui sont développés en pédiatrie dans d'autres unités. Et on est en train aussi de réfléchir à un programme de TP pour les douleurs chroniques et les maladies génétiques chez l'enfant. Donc voilà, c'est pas, en tout cas, notre équipe utilise pas encore de programme dit ETP, mais on est en train d'y réfléchir et c'est forcément très très utile, d'autant plus que les centres de la douleur ont des délais de plus en plus importants et qu'il faut pouvoir donner aux patients des pistes déjà pour améliorer les choses avant de pouvoir consulter. Oui, c'est sûr, on a un gros problème de file d'attente énorme, de nombre de centres de la douleur qui reste tout de même assez faible, avec surtout pas beaucoup de praticiens. Et effectivement, plus on trouvera de moyens d'améliorer les patients en attendant les prises en charge, c'est sûr que c'est important. On va passer à la question numéro 8. Alors, comment gérer au quotidien le maintien psychologique quand on souffre? Alors, c'est vrai que le fait d'avoir une douleur permanente qui dure dans le temps, cela va avoir un impact forcément sur l'humeur et ça risque d'entraîner des problèmes d'anxiété, de déprime, d'isolement, de repli sur soi. Et au contraire, ben là, il faut essayer à tout prix de cultiver bah, le positivisme, d'aller chercher des occupations, j'en ai déjà parlé, de faire de l'activité physique, de trouver des techniques qui sont des techniques psychocorporelles comme par exemple le yoga, le tai chi qui aident à la fois sur le plan physique mais aussi sur le plan mental à obtenir une relaxation. Donc voilà, il faut essayer de trouver tous les petits moyens qui détournent de la douleur, hein, et qui feront sortir du repli sur soi et qui inéluctablement, par un phénomène de cercle vicieux, risquent d'entraîner des problèmes psychologiques. Les problèmes psychologiques eux-mêmes augmentant, enfin amplifiant la douleur. Et là aussi, c'est important d'agir sur les deux versants, hein, le versant psychologique, le retentissement de la douleur sur le psychisme et la douleur elle-même, bien sûr. Oui, et même chose chez les enfants, en fait, hein. Les enfants qui souffrent de douleurs chroniques, s'il n'y a pas une aide de l'école, si tout n'est pas mis en place pour que l'école soit facilitée, c'est des enfants qui sont assez vite déscolarisés et qui, du coup, enfin, ça entraîne des syndromes dépressifs importants, un isolement social, ils ne voient plus les copains. Donc, voilà, nous, on met beaucoup l'accent sur le maintien dans la scolarisation avec une aide justement des camarades, une aide des instituteurs, des professeurs quitte à ce que l'emploi du temps soit aménagé. Donc ça, c'est très, très important sur le plan psychologique de pouvoir continuer d'aller à l'école. Et après, effectivement, il faut que les parents, les fratries soient soutenantes, si besoin, effectivement, souvent avec un accompagnement euh, par un pédopsychiatre et avec des psychologues en ville. Alors, on va passer à la question 9. Quelles sont les conséquences psychologiques de la douleur sur le long terme? Eh bien, je l'ai déjà un peu répondu avant. Voilà, le risque, c'est d'avoir des troubles anxieux et des troubles dépressifs, hein, carrément, parce que
ce phénomène de cercle vicieux, douleur, anxiété, déprime, déprime et anxiété qui augmentent l'intensité des douleurs, bah, ne fait qu'aggraver les choses, hein. Donc, j'y ai déjà répondu, c'est vraiment carrément de tomber dans des troubles dépressifs majeurs. Pas mieux. Idem. Chez l'enfant, c'est pareil, ouais. Ah oui, Ouais. oui, bah oui, oui. Effectivement, on a les mêmes éléments chez l'enfant. Question 10. À part les comprimés antidouleurs, y a-t-il un autre moyen de soulager les douleurs articulaires? Oui, il y a d'autres moyens. On en a déjà même un peu parlé. Alors, pour certains qui ont des maladies inflammatoires avec des atteintes articulaires, on a quand même la possibilité de faire des infiltrations, hein. Donc de mettre en place un traitement médicamenteux, certes, mais local. Alors, ça peut être des infiltrations de corticoïdes, mais ça peut être aussi d'autres types d'infiltrations, hein. On utilise parfois l'acide hyaluronique, le plasma riche en plaquettes, en fonction de la cause de la douleur articulaire. On peut aussi appliquer des patchs localement. Il y a des patchs anti-inflammatoires, par exemple. On peut faire des massages, on peut faire de la kinésithérapie, on peut appliquer du chaud ou du froid, hein. Le docteur Gréco en a parlé tout à l'heure en fonction de ce qui soulage le mieux. Il y a des patients qui sont très inflammatoires et c'est souvent le froid qui va plutôt les améliorer, mais parfois c'est l'inverse. Donc il faut s'adapter. On peut utiliser des techniques comme la neurostimulation transcutanée, parfois peut être efficace. Donc ça, il faut apprendre à utiliser cet appareil et louer l'appareil. Et puis après, on va revenir toujours aux mêmes choses. Pour améliorer les douleurs articulaires, il faut bouger. En fait, euh, voilà, agir, c'est un peu guérir. Donc, quand je dis agir, c'est bouger, faire des choses, aller de l'avant. Donc ça, c'est important. Là aussi, on va retrouver pour améliorer les douleurs articulaires, bah, parfois la perte de poids aussi quand il y a un poids excessif. Donc l'hygiène alimentaire, l'hygiène du sommeil, enfin voilà, tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure sont des éléments euh, qu'il faut souvent associer pour améliorer les douleurs articulaires. Oui, et chez l'enfant, c'est la même chose, hein. Les douleurs articulaires, elles s'améliorent si l'enfant peut faire du sport, alors adapté, mais par exemple de la natation, on a un gros succès chez les enfants avec l'équithérapie aussi. Ça permet en plus de reprendre confiance en soi. On prescrit beaucoup de kiné, de balnéothérapie aussi, hein, qui est en fait de la kiné dans l'os, qui permet de détendre les muscles et de mieux travailler les articulations. Et puis, donc le TENS aussi, hein, la neurostimulation transcutanée, les patchs anti-inflammatoires, les patchs de Versatis. Et puis, on utilise, nous, en pédiatrie, au maximum les traitements par voie topique, de manière à s'affranchir des effets secondaires chez l'enfant d'une prise féroce de traitement. Donc voilà, on essaye dans l'équipe, en tout cas, de développer au maximum tout ce qui peut être des traitements locaux quand les douleurs sont localisées. Alors, la question numéro 11. Alors, quelles solutions non médicamenteuses sont les plus prometteuses pour soulager la douleur? Bien, pareil, là, j'en ai déjà un petit peu parlé. Ce que l'on retient actuellement chez l'adulte, euh, c'est les techniques antalgiques non médicamenteuses de type méditation, pleine conscience, thérapie cognitive et comportementale. L'acupuncture aussi est une technique intéressante, hein, pour diminuer les douleurs. Il y a des patients qui répondent vraiment bien. On va utiliser aussi des techniques psychocorporelles comme le tai chi, le qigong, le yoga, qui sont vraiment des approches psychocorporelles qui vont apporter une certaine relaxation en plus. La balnéothérapie, comme le disait tout à l'heure le docteur Gréco, parfois même des cures thermales pour les adultes, hein, qui peuvent être intéressantes. La neurostimulation transcutanée est une autre technique non médicamenteuse. Et puis, on a développé aussi depuis quelque temps dans les douleurs, dans certains types de douleurs chroniques, pas toutes, hein, mais certains types de douleurs chroniques, ce que l'on appelle les stimulations magnétiques transcrâniennes ou des stimulations électriques transcrâniennes, où en fait l'objectif est d'agir plutôt sur les centres de la douleur au niveau cérébral, hein, pour
diminuer les douleurs. Bon, là, c'est un petit peu particulier, et ça, c'est surtout géré par les centres de la douleur. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses différentes et il faut tester. Pareil pour les enfants, nous, on a des médecins qui font de l'acupuncture dans le service qui proposent de l'hypnose. Donc ça, c'est des choses qui marchent bien, le TENS aussi. Et puis pour les douleurs, quand elles sont aiguës et liées par exemple aux soins, les prises de sang, bah, en fait, on utilise pas mal aussi les casques de réalité virtuelle. Donc ça, c'est plus ponctuel, mais c'est non médicamenteux et ça aide à gérer notamment les douleurs qui sont liées aux soins en pédiatrie. Mais on peut les utiliser aussi, je pense, chez l'adulte. Oui, tout à fait. On va passer à la question 12. L'automassage ou les thérapies manuelles peuvent-elles être efficaces sur le long terme pour soulager les douleurs articulaires? Oui, bien sûr, évidemment, l'automassage, c'est toujours bien. Alors, on peut commencer avec un kinésithérapeute et puis voir un petit peu, prendre des conseils. Voilà, parce que c'est vrai que les séances de kinésithérapie, on ne peut pas les maintenir à très long terme, hein. Le kinésithérapeute, il est surtout là pour vous aider sur des phases plus aiguës, puis après, faire un certain nombre de séances, puis après, il faut prendre une certaine autonomie, s'approprier tout ça, s'approprier les conseils du kinésithérapeute. Mais tout à fait, les automassages. Alors, nous, en pédiatrie, c'est les parents qui massent, alors c'est pratique. Donc, comme on utilise pas mal de traitements topiques, en fait, voilà, c'est les parents qui sont masseurs. Et effectivement, ça, c'est toujours bien et ça permet d'éviter tout ce qui est prise de traitement par voie orale. Donc, nous, on est contents. Complètement. Et puis, c'est pour la relation, j'imagine que c'est toujours bien. Exactement. Alors, on va passer à la question 13. Quels types d'activités physiques sont les plus adaptés pour limiter la douleur sans aggraver l'inflammation? Est-ce que le sport est conseillé? Bah, vous avez bien compris que le sport, on l'a conseillé toutes les deux depuis le début de cette webconférence. Alors, évidemment, que si vous êtes en poussée inflammatoire importante, avec des articulations gonflées et tout, non, là, il ne faut pas faire de l'activité physique. Il faut voir avec votre médecin, diminuer la phase inflammatoire aiguë, mais tout de suite après, reprendre votre activité physique. Alors, évidemment, ce sont surtout les sports avec un faible impact qu'il faut privilégier, la marche, le vélo, la natation. Pour autant, il n'y a rien de formellement interdit, hein, mais voilà, on va peut-être plutôt conseiller ce type d'activité physique. Exactement, bah, c'est pareil chez l'enfant, hein. La marche, le vélo, la natation, c'est vraiment les meilleurs sports. Après, nous, on conseille aussi parfois les animaux, hein, parce que c'est s'occuper de sortir le chien, ça permet de faire un peu d'exercice physique dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà, la médiation animale, c'est une bonne chose aussi en pédiatrie. Tout à fait. Mais on pourrait le faire chez les adultes Vrai. aussi. On y pense moins, ouais. Oui. Alors, la question 14. Comment adapter l'exercice physique lorsqu'on souffre de fatigue chronique et de douleur? Bah, je pense que il faut faire les choses de façon progressive, c'est-à-dire que cette activité, marche, vélo, natation, il faut la faire de façon très progressive, donc des petits temps, mais réguliers. C'est surtout la régularité qui est importante. Et puis, on augmente petit à petit les temps. Donc, en quelque sorte, il faut se faire un programme. Après, ce qu'il y a de mieux, franchement, c'est d'avoir les conseils d'un professeur d'activité physique adapté. Et à ce moment-là, c'est bien parce que vous allez faire quelques séances, il va vous expliquer ce que vous pouvez faire, vous montrer que vous pouvez faire plein de choses en fait. Et alors bien sûr, l'accès aux professeurs d'activité physique adaptée, c'est pas toujours facile, mais souvent les mairies ont mis en place des programmes de sport santé. Nous, on a ça par exemple dans notre ville et on peut comme ça accéder à 8 séances avec un professeur d'activité physique adaptée, gratuite, et qui après donne des conseils et oriente les patients.
Oui, même chose. Nous, c'est vrai que on recommande pas de commencer par 1 kilomètre tout seul dans la piscine. C'est bien d'abord prendre quelques cours de natation avec un maître nageur qui va savoir montrer à l'enfant quels sont les bons gestes à faire. Donc, c'est vrai qu'en général, effectivement, on conseille de commencer le sport avec un coach, avec un professeur, en fait, et d'y aller doucement, de s'arrêter, de pas vouloir tout de suite faire trop et d'y aller vraiment très progressivement parce qu'encore une fois, comme le disait le professeur Vergne, c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la régularité et la qualité de pas se faire mal en faisant du sport. Donc c'est aussi vrai chez l'adulte que chez l'enfant. Quels sont les mécanismes physiologiques des douleurs, fourmillements, effets chaussettes causés par une neuropathie des pieds? Ces douleurs sont-elles dues au lupus ou à ces traitements? Oui, alors les douleurs, alors en fait, ce que vous décrivez, ce sont des douleurs neuropathiques, hein, donc effectivement, le lupus ou certaines maladies systémiques, inflammatoires, peuvent parfois induire une lésion au niveau des nerfs périphériques. Donc des lésions des nerfs périphériques, ça va toucher les fibres qui conduisent la douleur. Ça va aussi toucher les fibres parfois qui conduisent la sensibilité tactile, hein, tout simplement. Donc en fait, on va se retrouver avec des douleurs à type de fourmillement, de brûlure, alors même que parfois on sent moins bien, hein, à cet endroit-là. Juste au tact, comme ça on sent moins bien et pourtant il y a des douleurs. Donc ces fibres, évidemment, comme elles vont être atteintes par la maladie, eh bien elles vont envoyer des messages douloureux beaucoup plus importants jusqu'au niveau des centres supérieurs. Et là, on parle effectivement de douleurs neuropathiques. Donc il y a parfois des neuropathies dans le lupus, effectivement, mais c'est pas non plus systématiquement le cas. Voilà. Et il y a parfois des neuropathies médicamenteuses aussi, hein, ça peut arriver, c'est assez rare. On a pu observer ça par exemple avec un médicament comme le léflunomide. Il y en a d'autres, mais c'est quand même pas très fréquent les neuropathies induites par les traitements, hein. La cortisone n'induit pas de neuropathie périphérique. Elle induit beaucoup d'autres effets indésirables, mais pas ça. Mais nous, en fait, on est moins confrontés aux douleurs neuropathiques en pédiatrie. Les enfants qui souffrent de douleurs neuropathiques ont principalement des maladies de Fabry ou ce qu'on appelle des érythermalgies primaires, qui sont des maladies génétiques où des molécules sont altérées, sont mutées, en fait, et ça donne donc, en fait, dans la peau, en fait, par exemple, dans la peau de votre main, dans l'épiderme, vous avez tout un tas de petites fibres nerveuses périphériques qu'il faut un peu voir comme les racines d'un arbre. Et ces petites fibres périphériques qui sont les racines vont se rejoindre en un tronc d'arbre qui est globalement, si je schématise un peu, la fibre C, qui va transmettre l'information douloureuse jusqu'en haut de l'arbre qui est notre cerveau. Et donc, dans ces maladies type maladie de Fabry ou érythermalgie, il y a des anomalies au niveau de ces petites fibres nerveuses qui sont responsables du coup de douleurs neuropathiques. On a ça aussi pour les enfants qui ont des chimiothérapies. Mais c'est vrai que je pense que les enfants sont moins sujets aux douleurs neuropathiques, probablement que les adultes, il y a moins de maladies qui sont pourvoyeuses. Alors, ce qui est très pourvoyeur de douleurs neuropathiques chez l'adulte, c'est surtout certaines chimiothérapies. Mais bon, là, on est hors sujet. On va passer à la question suivante. Est-ce que le lupus touche les gencives et les dents? Voilà. Oui, alors c'est vrai que la maladie parodontale, l'inflammation au niveau des gencives et la plaque dentaire ont été décrites comme un peu plus fréquentes chez les patients qui sont en poussée de lupus. Il y a aussi des maladies du parodonte, donc des gencives, qui sont un peu plus fréquentes sous traitement immunosuppresseur et corticoïdes. Donc, dans ces cas-là, il faut consulter le dentiste en premier lieu, mais parfois, il faut aller même voir un stomatologue. Et il faut aussi penser au syndrome sec, hein. Le lupus est assez régulièrement associé à un syndrome sec qu'il faut essayer de traiter, même si c'est pas très facile, hein. On utilise du chlorhydrate de pilocarpine et des petits moyens, mais c'est vrai qu'on n'a pas des traitements très très efficaces. Et dans ces situations-là, il faut vraiment avoir une hygiène bucco-dentaire parfaite, hein, parce que une mauvaise hygiène aggrave la maladie parodontale.
Alors, chez l'enfant, c'est extrêmement rare, hein. Nous, on en voit extrêmement peu. Donc, je pense que c'est absolument les mêmes recommandations que chez l'adulte. C'est vraiment quelque chose de rare. Donc, oui, ça peut toucher les gencives et les dents, mais nous, on en voit extrêmement peu. D'accord. Donc, on va passer à la question 17. Quels conseils donneriez-vous aux personnes souffrant de lupus pour adapter leur pratique sportive en fonction des poussées inflammatoires? Mais on y a un petit peu répondu déjà, puisque, enfin, moi, je pense qu'il faut quand même éviter l'activité physique ou le sport en poussée vraiment inflammatoire, hein. Voilà, il vaut mieux laisser les articulations un peu au calme quand elles sont toutes enflammées. Mais voilà, après, pareil, la progressivité, les conseils d'un kinésithérapeute, les conseils d'un professeur d'activité physique adaptée. Voilà, je me répète un petit peu. Oui, moi, c'est pareil. Donc, on a bien répondu déjà. Question 18. Est-il possible de créer des outils pour communiquer avec le médecin plus facilement et plus précisément sur les douleurs via une application ou quelque chose? Ceci permettrait au médecin d'avoir un suivi plus quotidien et au patient de renseigner chaque jour son état de douleur sur des critères. Ben, on en a parlé aussi tout à l'heure un peu. C'est très important parce qu'en fait, la douleur, elle évolue, elle n'est pas tous les jours pareille. Et l'évolution n'est pas toujours la même. Et parfois, entre les consultations, ben, il y a des période douloureuse, eh bien, quand on arrive à la consultation, il n'y a plus de douleur. Et puis là, ben, il intervient la mémoire. Est-ce qu'on se rappelle? Et puis, comme on n'est pas douloureux au moment de la consultation, ben voilà, on passe à côté de certaines choses. Donc, bah, tout simplement, déjà, on peut faire un petit journal, hein. Un petit journal où on peut noter à telle période j'ai eu des douleurs, voilà. Euh, il y a quelques applications qui sont en train de sortir dans différentes pathologies, parce que c'est souvent par pathologie. Par exemple, pour la polyarthrite rhumatoïde, il y a l'application e-boot, mais voilà, il y a des applications qui sont en train de sortir pour pouvoir noter des choses. Il y a le programme IDOL pour la douleur chronique dont je vous ai parlé. Après, c'est pas toujours très facile parce que c'est quand même des données de santé, hein, donc il y a tout un tas de problématiques avec ça, réglementaires et des risques avec les données de santé. Mais je pense que petit à petit, ça va de plus en plus se développer. Nous, les patients utilisent l'application, par exemple, les patients qui souffrent de mastocytose utilisent l'application Mastro qui leur permet de mieux suivre leur pathologie. Et après, je pense que c'est plus fréquent chez l'enfant, mais en général, ils arrivent avec un carnet. Notamment, on distribue aussi des carnets, par exemple, des enfants qui souffrent de céphalée ou de migraine chronique. Donc, c'est vrai que plus fréquemment, en fait, les enfants arrivent avec un carnet qui est tenu par les parents, ce qui nous permet quand même de regarder depuis la dernière consultation comment s'est passé la vie de l'enfant. Voilà, je pense que peut-être l'utilisation des carnets et tout, c'est quelque chose de peut-être plus intuitif chez l'enfant, mais les applis sont très importantes et bon, effectivement, elles sont en train de se développer de plus en plus et souvent propulsées aussi par les associations de patients et ça, c'est bien. Complètement, oui. Par exemple, dans l'appli Idol, il y a le thermomètre de la douleur, voilà. Puis on va aussi évaluer bah, l'humeur, on peut évaluer le sommeil, la fatigue, etc. Donc ça se développe petit à petit. Alors, la question suivante, la question 19. Je prends du tramadol car j'ai très souvent mal au dos et aux épaules. Y a-t-il d'autres médicaments qui seraient efficaces, mais quand même assez puissants, car le Doliprane n'est pas suffisant? Alors, le Doliprane, c'est le premier niveau dentalgique. Ensuite, on passe aux opioïdes faibles. Le tramadol fait partie des opioïdes faibles, mais il y a aussi la codéine, il y a aussi les médicaments qui contiennent un petit peu d'opium. Voilà, donc ça, ce sont tous les opioïdes faibles. Le stade supérieur, c'est passé aux opioïdes forts. C'est la morphine et tous les dérivés morphiniques. J'avoue que actuellement, on évite quand même de prescrire trop d'opioïdes faibles ou forts au long cours. Il vaut mieux quand même essayer de les réserver à des poussées douloureuses parce que ça pose beaucoup d'inconvénients, bah, des effets indésirables, hein.
rien que la constipation, par exemple, mais aussi des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, de la concentration. Et puis, il y a les problèmes d'addiction, hein. Chez l'adulte, en tout cas, il y a des problèmes d'addiction et avec nécessité d'augmenter les doses, pas seulement avec la morphine, hein, aussi avec le tramadol, beaucoup. Donc, c'est vrai que les antalgiques comme ça, actuellement, chez les adultes, on essaye d'éviter de les prendre au long cours et de trouver d'autres moyens de soulager la douleur, soit d'autres thérapeutiques ou alors des techniques antalgiques non médicamenteuses. Et voilà, on va insister plus voilà, sur la kiné, la rééducation, la neurostimulation, les autres techniques. Voilà. Alors, complètement d'accord, exactement la même chose en pédiatrie. Nous, on a de plus en plus d'adolescents qui sont addicts à tout ce qui est tramadol, codéine, c'est une catastrophe. Donc, moins on peut prendre d'opioïdes faibles et bien sûr d'opioïdes forts, et mieux on se porte. Et c'est pour ça qu'on essaye de développer au maximum vraiment tout ce qui est traitement topique. Enfin, on a sur Necker un centre de référence pour les enfants qui souffrent de drépanocytose. Et c'est des enfants qui sont très tôt habitués à prendre de la codéine. Ça devient leur DAF-code d'ailleurs. Et on a des enfants qui arrivent à l'âge adulte et qui en prennent des quantités très, très importantes par jour. On a beaucoup de mal à sevrer après. Donc voilà, je pense qu'il faut au maximum développer tout ce qui est autre technique ou traitement topique quand c'est possible. Alors très bien, enfin, en fait, ça nous relie parfaitement à la question numéro 20. Où trouver des conseils pour gérer les effets secondaires des antalgiques opiacés ou dérivés? Ben, voilà. Où trouver des conseils? Déjà, le médecin traitant, quand même, hein, peut vous orienter. Il faut pas. Voilà, le médecin traitant. Après, c'est les centres de la douleur. Il y a des centres d'addictologie quand c'est des problèmes d'addictologie, hein, donc de dépendance aux médicaments. Voilà, en gros. Puis bon, après, suivant par qui vous êtes soigné, vous pouvez être soigné peut-être par un rhumatologue, un médecin interniste. Là aussi, il peut vous orienter, hein, pour gérer ces effets secondaires. Mais il faut vraiment en parler surtout. Voilà, il faut en parler aux médecins. Oui, oui, c'est ça, c'est hyper important. On a des patients parfois qui ont, du fait de traitements antalgiques, alors, par exemple des troubles de la libido, quand c'est des adultes qui n'osent pas en parler, c'est dommage parce qu'en fait, si on ne le sait pas, on ne peut pas prendre ça en charge. Et notamment aussi, enfin, il faut vraiment que le médecin pose lui aussi régulièrement la question si un enfant ou un adolescent commence à prendre son traitement antalgique parce que c'est pour mieux dormir, mais que c'est pas pour lutter contre la douleur, alors on est déjà dans un risque addictif. Donc, je pense qu'il faut arriver à se rapprocher pour les effets secondaires de son médecin traitant ou de son médecin en centre de la douleur ou de son rhumatologue, mais ne pas rester avec des effets secondaires comme ça qui vont s'aggraver au cours du temps et surtout quand l'effet secondaire, c'est la tolérance et l'addiction. Complètement. Et ça, c'est vraiment un message très important. Bien, je pense que nous allons conclure, hein. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions et que les réponses vous aideront. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis merci au docteur Céline Gréco. Et voilà, je vais la laisser conclure également de son côté. Et moi, je vous dis au revoir. Merci à vous également de nous avoir suivis. J'espère aussi que les réponses vous auront été utiles. Et merci au professeur Bernsal d'avoir animé cette webconférence avec moi. Au revoir.